Bonjour à tous, bienvenue à vous tous pour cette 15e édition du Forum d'IMO. Je me présente, je m'appelle Philippe Lansac, je suis directeur de la radio RCF Lyon. Aujourd'hui, nos échanges sur l'échec tremplin de la réussite, nos échanges seront diffusés en intégralité sur notre radio auprès des 90 000 auditeurs, au-delà des 1500 que nous sommes ce matin. On va accueillir tout de suite le directeur général et fondateur de DIMO Software, Jean-Paul Genoux. Chers clients, chers futurs clients, chers partenaires, chers amis, c'est un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Au nom des 340 collaborateurs qui composent le groupe DIMO Software, je tiens à vous remercier de votre présence. Vous serez plus de 1500 aujourd'hui, tout au long de la journée, à assister à la plénière, à assister aux différents ateliers. Un grand merci pour votre présence. Un grand merci aussi aux 30 clients qui sont venus, qui seront là aujourd'hui, pour témoigner des expériences que nous avons pu réaliser avec eux. Voilà, vous avez les noms qui s'affichent, de très beaux noms. Ils sont tous nos clients, des clients récents, des clients moins récents. Et puis cette journée ne pourrait exister sans nos partenaires. Nos partenaires fidèles pour certains depuis la première édition, c'est la 15e édition cette année. Partenaires qui sont là pour nous aider à financer cet événement. Partenaires que nous allons accueillir, n'est-ce pas Philippe? Voilà, je vous demande justement d'accueillir tous ces partenaires sans qui ce forum ne pourrait exister. Je vous demande de venir nous rejoindre sur la scène. Alors, sans perdre une minute, je vous propose de vous embarquer pour faire un tour d'horizon des activités et des actualités d'IMO Software. Alors, comme le soulignait Guillaume il y a quelques minutes, il y a un an, effectivement, dans cette même salle, on faisait un petit peu grise mine. Quand je dis grise mine, ce n'était pas une catastrophe. On vous parlait d'un taux de croissance qui était situé à 3-4%. C'est vrai que les années précédentes, on avait des taux de croissance qui étaient bien supérieurs. Alors, c'est vrai qu'on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, pour cette actualité d'IMO, je vous propose de vous citer 5 chiffres. On ne va pas en citer beaucoup plus. Voilà, 5 chiffres. Le premier chiffre, c'est que nous avons franchi en 2015 la barre des 30 millions d'euros. Merci Nicolas. Le deuxième est pas mal aussi. Donc, le deuxième chiffre, c'est nous sommes actuellement, depuis le 1er septembre 2015, alors pourquoi le 1er septembre? Parce que c'est notre fiscal. 1er septembre 2015, nous sommes sur un rythme de croissance de 16%. Depuis le 1er janvier 2015, on travaille avec 340 nouveaux clients. Vous en verrez quelques-uns tout à l'heure. 340 nouveaux clients. Ce n'est pas prévu, mais c'est bien, c'est bien. Nous avons franchi la barre des 1 500 000 utilisateurs de nos solutions en mode cloud. Pas mal ça aussi. Et enfin, un chiffre important pour nous, nous sommes à la recherche de 48 nouveaux collaborateurs sur les agences de Lyon, qui est le siège, Paris et Nantes. Donc c'est presque un appel au peuple. Si dans vos... Bravo! Voilà. Alors les chiffres que je vous présente ont été réalisés avec une application que nous distribuons, qui est l'application ClickSense. Alors ClickSense, c'est l'intuitivité au bout des doigts, c'est chaque utilisateur qui peut se construire ses propres rapports. Voilà. Alors, concernant les chiffres de cette belle journée, vous serez plus de 1500 personnes à venir tout au long de la journée à assister à la plénière, aux différents ateliers. Vous avez une représentation graphique sous forme de rectangle de l'importance des ateliers. On peut noter que les focus métiers ont eu un franc succès cette année. Alors je tiens à remercier les associations professionnelles que sont DCF, Direction commerciale de France, DFCG, Direction financière et contrôle de gestion, l'AFIM, l'Association française
les ingénieurs de maintenance et encore l'ADIRA qui sont co-organisateurs de ces focus métiers. Pour certains, plus de 170 personnes aujourd'hui inscrites. Alors, concernant nos activités, je vous propose de commencer par l'activité historique d'IMO 96, après notre création d'IMO Software, Guillaume et nos associés. Eh bien, nous avons lancé une activité sur le domaine du CRM. Cette activité continue à se développer. Aujourd'hui, nous avons 2 solutions dans notre portefeuille. Une solution qui s'appelle Yellowbox, qui est éditée par DIMO Software. Une solution qui, comme vous allez le voir à l'écran, a fait peau neuve. Donc là, vous découvrez pour la première fois la solution redesignée. Voilà, donc cette solution Yellowbox, et puis une seconde solution qui s'appelle Inforce CRM, avec laquelle nous avons réalisé de très beaux projets ces dernières années. À l'écran, vous avez une liste de nouveaux clients de l'année 2015. Alors si je prends l'exemple du groupe BIC, le groupe BIC a mis en place avec nous la solution FIGO, qui est la demande de congé. Si on prend l'exemple des Girondins de Bordeaux, pour ceux qui connaissent un petit peu le foot, ou encore Français, ont décidé de mettre en place nos solutions CRM avec Inforce CRM. Dans le cas de Cdiscount, énorme volumétrie de factures fournisseurs, nous avons dématérialisé avec eux en 2015 l'ensemble des factures fournisseurs du groupe Cdiscount. Si je prends l'exemple de Johnson Controls, c'est un groupe international américain qui nous a fait confiance pour les accompagner partout dans le monde sur la mise en place de nos solutions de GMAO, gestion de maintenance assistée par ordinateur, des usines, des problématiques de maintenance. Eh bien voilà, ils nous ont choisis pour les accompagner en Asie, en Malaisie, en Thaïlande, etc. et en Europe. Très heureux. Dans le cas d'Utopia, c'est la mise en place de solutions de gestion de trésorerie, de sécurisation des paiements. Pour MGEN, Noroto, la mise en place de Nautilus, les notes de frais et les voyages. Donc vous voyez beaucoup de clients. Ce que je vous propose, c'est de faire un rapide focus sur un projet. Ça me permet en plus de me balader dans l'application Yellowbox, montrer l'ergonomique sympathique. Un projet important, Calibat étant un organisme de certification, un organisme certificateur dans le domaine du bâtiment, à 33 000 adhérents. Et donc il fallait construire avec eux un extranet. Ce que nous avons fait, l'extranet qui permet de rationaliser les processus de certification, 2 briques logicielles constituées pour faire ce projet, la brique Inforce CRM et puis la brique VDoc éditée par des Lyonnais, la société Visiative. Très beau projet. La photo que vous voyez à droite, simplement l'équipe CRM fêtant le prix de partenaire européen Inforce CRM. Voilà, très fier de ce prix. Ah, je vous prie de m'excuser. Petit message, m'arrive souvent d'avoir des SMS. Jean-Paul, vous avez des congés à valider. Bon, écoutez, pourquoi pas. Je vous prie de m'excuser. Alors, qui dit congé dit FIGO. Bon, écoutez, on me présente une équipe qui me demande une journée de congé le 5 avril. 5 avril, c'est aujourd'hui, c'est quand même fort. Et en plus, c'est l'équipe marketing. Pas ce qui se passe. Je pense qu'elle a bien fait son job. Elle ne se dit pas nécessaire d'être présent aujourd'hui. Écoutez, moi, je trouve ça très positif. Je crois que... Guillaume, tu es d'accord, hein? Ok, on valide les congés. Voilà. C'est aussi simple que ça que de valider les congés. Nicolas? Parfait? Super. Voilà, désolé, vraiment, encore une fois, ce n'était pas prévu. Alors, l'actualité après le CRM, l'activité GMAO, gestion de maintenance, plein d'acronymes dans nos métiers, gestion de maintenance assistée par ordinateur, on trouve ces solutions dans l'industrie, dans les hôtels de luxe, pour que quand monsieur et madame Nicolas vont en vacances, eh bien, le spa fonctionne, ou encore dans les hôpitaux. Que la salle d'opération soit en fonctionnement. Une actualité extrêmement chargée puisque nous avons sorti une solution cloud donc, au mois de janvier 2016, donc quasiment en 2015, donc, qui s'appelle DIMO MainTMX. Non seulement on a sorti la solution cloud, mais aussi la solution mobile, nouvelle génération qui permet à chaque technicien de pouvoir se rendre au plus près de la machine pour faire son intervention. Voilà. Alors l'actualité d'IMOMAT n'est pas simplement des lancements de produits, un site internet qui a fait peau neuve, c'est aussi... Alors j'ai dû aller un tout petit peu trop vite. Pouf, voilà. Un clic de trop et c'était fini. C'est aussi le rachat, le 5 janvier de cette année, de la société Appisoft International, située à Nantes, une très belle équipe de 25 personnes, très compétente, 1000 clients qui ont rejoint donc DIMO Software, ce qui nous donne la possibilité aujourd'hui par cette fusion de devenir un acteur leader, on est tous leaders de quelque chose, mais vraiment un acteur significatif dans le domaine de la GMAO. Voilà.
Ça nous permet d'avoir une agence maintenant à Nantes, hein, donc avec 25 personnes, avec le plan de recrutement que nous avons, nous serons très rapidement une trentaine de personnes à Nantes. Et puis enfin, tout comme nous, sur la partie GMAO, ils étaient très internationaux, n'est-ce pas Simon? Et donc on a, par ce rachat, qu'on a baptisé d'ailleurs, non pas rachat, mais mariage, eh bien on a aujourd'hui tous ces clients à travers le monde, donc beaucoup de clients, des centaines de clients qui sont aujourd'hui utilisateurs de nos solutions, traduites en 15 langues, partout dans le monde. Voilà, je pense que mérite un petit applaudissement, Nicolas. Super. Alors ça m'amène à vous parler de cette application qui s'appelle ArcticMap, hein, qui permet de représenter graphiquement des données. Je crois que quelquefois il vaut mieux représenter les données sur de beaux graphes plutôt que de faire des vilains tableaux, enfin ou des tableaux tout simplement. Alors encore une fois désolé, cette fois-ci j'ai pas mes lunettes. Jean-Paul, vous avez des notes de frais à contrôler. Bon, écoutez, ce que je vous propose c'est de faire un petit tour d'horizon de l'activité Nautilus. Hein. Nautilus, alors l'année 2015 a été une année riche puisque nous avons sorti de belles versions et on a sorti la partie Mobility de Nautilus qui est la note de frais au bout des doigts. Hein, donc la possibilité de saisir, la possibilité de scanner ses justifs, la possibilité de valider des notes de frais, ce qu'on va faire ensemble, d'avoir ces missions, de valider des missions. Donc là, on me propose de valider 3 notes de frais. On va peut-être pas faire les 3, on va faire une note de frais. En l'occurrence, c'est un collaborateur qui s'est déplacé pour un projet en Thaïlande. Hein, je vois une note de frais qui me parle du Bouddha Bar. Ben, pourquoi pas? Je pense qu'une belle mission bien réussie, ça vaut bien un verre au Bouddha Bar. Allez, passons à autre chose. Voilà. Ben oui. Note de frais, quelque chose de tout à fait sympathique. Alors, sur Nautilus, une forte actualité, donc un site internet qui a fait peau neuve, un blog qui ouvre aujourd'hui, donc qui va nous permettre d'être en interaction permanente, hein, très important, et puis la version 2016 de Nautilus qui sort elle aussi aujourd'hui. Donc cette nouvelle version va permettre de nous enrichir de nouveaux connecteurs et de connecteurs de nouveaux partenaires, enfin de partenaires de longue date, mais nous avons mis en place ces connecteurs tout récemment, notamment avec Rezacar et HRS. Voilà, donc notre idée elle est d'offrir à nos clients toujours plus d'interactivité avec le monde du voyage, qui est un monde en pleine évolution. Alors, Nautilus a été aussi une activité très forte, puisque en 2015, nous avons été pour la première fois certifiés et nous avons reçu le certificat ISO 27001. ISO 27001, c'est la sécurité des données informatiques, c'est juste essentiel quand vous traitez des notes de frais hébergés. Eh bien, nous avons eu le certificat, donc ISO 27001. Je peux citer la société Fidens qui nous a accompagnés à obtenir cette belle récompense, voilà, avec le beau logo de Bureau Veritas, qui est par ailleurs un beau client. Alors, je suis passé un petit peu vite. Vous avez peut-être vu une petite pop-up arriver, donc j'ai cliqué sur DocuWare, paf, certification. DocuWare me permet d'accéder à une barre de recherche. Cette barre de recherche me donne accès aux documents. Bien, DocuWare, c'est la solution que nous avons décidé de mettre en place il y a 2 ans pour nos clients. Donc nous avons pris le savoir et c'est un véritable succès puisque cette solution de GED, gestion électronique de documents, armoire électronique, eh bien, revêt un vrai succès. Une dernière acquisition en date, peut-être dans la salle, c'est le groupe Babola qui a décidé de mettre en place la solution DocuWare. Voilà, très heureux de cette mise en œuvre. Alors, continuons les actualités. Alors, l'actualité toujours autour de nos solutions, cette fois-ci hébergées, pas que Nautilus, puisque nous avons aujourd'hui plus de 1000 clients qui utilisent nos solutions en mode cloud. Alors, je vais demander à Pierre Védy, qui est responsable des partenariats et des alliances, de monter sur scène. Donc, Pierre travaille dans une société qui s'appelle Software AG. C'est ça, Pierre? Je te propose de prendre un micro. Voilà, Software AG. Nous avons fait le choix de travailler avec Pierre et les solutions de Software AG afin d'offrir de nouveaux services à nos clients. J'en citerai un. Donc je pense à nos clients qui sont hébergés essentiellement, donc qui sont en mode cloud. Je pense notamment à la supervision des flux entrants et sortants, qui est une vraie problématique quand on travaille avec un data center. Alors Pierre, qu'est-ce que tu peux nous dire de Software AG et des services que nous allons offrir à nos clients? Merci Jean-Paul. Donc en effet, Software AG est un éditeur allemand. Donc éditeur allemand qui fait un peu plus d'1 milliard de chiffre d'euros d'affaires. Donc deuxième éditeur d'allemand derrière SAP, bien connu, et nous sommes leaders sur tout ce qui est transformation digitale. Alors quelles sont nos offres aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on collabore et on accompagne les clients
pour tout ce qui est en effet les flux d'échange, les process d'échange, donc leur permettre de mettre à disposition facilement, simplement, rapidement, tout ce qui est leurs données vers leurs partenaires, vers leurs clients. Donc un enjeu qu'on adresse ensemble, qui va permettre ensemble d'adresser justement, d'offrir des nouveaux services plus simplement, plus rapidement vers ses clients, vers ses partenaires, et d'aller par exemple vers le temps réel, et en effet vers tout ce qui est la supervision, offrir à ses clients, à ses partenaires, la connaissance de leurs échanges en temps réel. Excellent Pierre. Est-ce que tu as quelques clients rhône-alpins à nous citer? Oui, on a des clients comme Décour et Cabot, j'ai vu Thales Avionics, client également. Nous avons aussi des clients comme Markem Images, Arkema, et des clients au-delà qui sont et locaux et nationaux comme EDF. Excellent, excellent. Merci Pierre, merci. C'est plus qu'un achat de logiciels, c'est un partenariat que nous avons décidé de conclure ensemble. Merci Pierre, à très vite. Alors après les congés, les notes de frais, on me demande de valider des factures. Décidément, j'avais prévu de m'en poser aujourd'hui. Alors, validation de factures. Alors, il y a quelques années, ça devait vous arriver aussi. On vous amenait des factures, et puis on vous disait, tiens, il faut mettre un gris-gris sur la facture. Donc, c'était la facture papier, dématérialisée, photocopiée au moins 4 fois, dans l'entreprise, minimum 4 fois, parce que le fameux on ne sait jamais, si on la perd, si, etc. On vous amenait une facture, et puis cette facture, elle pouvait se perdre, elle pouvait, etc. Il y a eu le stade ensuite de la facture dématérialisée par la messagerie. Donc vous recevez un mail et puis ce mail il s'enterre très vite puisque vous recevez 150 mails par jour, à peu près comme tout le monde. Donc très rapidement la facture s'enterre, elle s'endort, elle s'enterre, voilà. Et puis depuis maintenant plusieurs années, on travaille avec nos amis de Basware, qui est leader mondial du workflow lié au bon à payer des factures. Eh bien, depuis que nous travaillons avec Basware, depuis plusieurs années, nous avons mis en place chez Dimo une solution qui permet aujourd'hui, en quelques clics, de voir la facture et de la valider très simplement. Alors, comme la facture, elle arrive papier généralement au courrier, il y a un process de scan, donc on va utiliser les solutions Ritsoft pour transformer cette facture en document électronique. Et puis à partir de là, très simplement, sur mon smartphone, dans ma messagerie, je vais avoir des alertes et je vais pouvoir retrouver l'ensemble des factures que j'ai à valider, très simplement. Très simplement, si je tiens absolument à avoir du papier, je peux l'éditer. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Enfin, de moins en moins. Pas sympa de couper des forêts pour détruire et pour faire du papier, simplement. Et puis vous avez vos boutons de vote. Je valide ma facture, je la transmets à quelqu'un, c'est pas moi le signataire. On m'envoie des factures, c'est pas moi. Ou je rejette. Puis si vous voulez pas la payer, vous la mettez sous le coude, comme avant, vous savez. Je fais une petite parenthèse, Guillaume, je peux le faire, ça. Si vous avez des factures d'IMO, n'hésitez pas à les payer. Pas sous le coude, on accélère le process. C'est important. Accélérer le process. Voilà. Donc là, c'est ce que je fais. D'ailleurs, je valide la facture. Décidément, je crois que j'ai encore du travail. Alors cette fois-ci, on me demande de valider des paiements. Les paiements. Vous avez sans doute entendu parler de la fraude au président. Ça vous parle, la fraude au président? Vous dormez? Est-ce que la fraude au président vous parle? Oui. Merci Nicolas. Putain, premier de la classe. Je comprends que tu aies été élu président de nous citoyens. Ouais, parfait. Donc la fraude au président, c'est simple. Vous avez un jour quelqu'un qui appelle un service comptable et qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. C'est le principe de la fraude au président. Donc il va se faire passer pour le président ou le DG et va mettre la pression donc au service comptable pour dire, écoutez, voilà, je suis sur une opération très sensible, il faut absolument que vous me viriez 300 000 €. Par contre, vous n'en parlez pas au DAF. Des fois que le DAF soit au courant et bloque le circuit de validation. Voilà, donc c'est ça la fraude au président. Alors pour cela, on a un véritable succès auprès des PME parce que cette fraude au président ne touche pas que les grands groupes, elle touche les PME et les grands groupes. Quand il s'agit d'un gros groupe, c'est dramatique, mais enfin, c'est un problème, c'est pas dramatique. Quand il s'agit d'une PME, c'est peut-être un drame. Voilà.
Donc là, en l'occurrence, très simplement, je vais avoir mes fichiers à valider, je vais pouvoir zoomer sur ces fichiers, je veux voir la facture, je vois la facture, tant qu'à faire, et puis de façon électronique, pareil, sur mon smartphone ou je dirais directement dans ma messagerie, je veux pouvoir valider des règlements. Très simplement. Voilà. Alors, avant de passer un remerciement très chaleureux, et là, pour le coup, ce serait bien qu'on se lève, non ? Hein, Nicolas, pourquoi pas, c'est possible. Alors moi, je voulais féliciter l'ensemble des équipes d'Imo Software qui ont organisé cette belle journée, et en particulier l'équipe marketing. Je vais citer l'ensemble des membres de cette équipe, Virginie, Valérie, Déborah, Pauline, Alexia, Jessica et Marie-Pierre, et Hervé, qui en est son responsable, qui nous ont fait une très très belle journée. Voilà, merci à eux. Alors le forum est un événement parmi 300 événements que nous organisons chaque année. Voilà, et ce forum, en tout cas le prochain forum, se prépare dès aujourd'hui. Et oui, mais Philippe, mais avant ça, j'ai un truc à dire. Oui, parce qu'il y a plein d'événements. Mais non, mais t'inquiète pas. On va retomber sur nos pieds. 300 événements que nous organisons à l'année. Alors, ce ne sont pas que des forums avec 1500 personnes. On aurait bien du mal à les organiser. Non, 300 événements qui vont de la web présentation au petit déjeuner que nous organisons, par exemple, dans nos locaux. Et vous voyez à l'écran nos nouveaux locaux. Le nouveau siège de Dimo que nous avons voulu confortable pour nos collaborateurs. Ça, c'est le côté bienveillant de Dimo. Voilà, on essaie d'être tout à fait... tous les collaborateurs avec leur nez avec de les nez clown, rouges. Alors ça, ce sont effectivement des collaborateurs qui avaient assisté à une présentation d'une des associations pour lesquelles nous avons un soutien particulier, qui est Vivre aux éclats. Vivre aux éclats, ce sont les clowns dans les hôpitaux, et nous leur avions demandé de venir faire une présentation non seulement pour les collaborateurs, mais aussi pour les entreprises locales, pour leur faire découvrir cette association. Alors tu me disais... Voilà. Et donc le forum Dimo, oui. on va creuser le thème dans quelques instants. Mais il faut savoir que le forum, ça se prépare. Le prochain forum, en tout cas l'édition 2017, la semaine prochaine. Ça va commencer à se préparer la semaine prochaine. Et tu as un message à nous faire passer là-dessus. Je veux, oui. Alors, la semaine prochaine, plusieurs messages. Donc se prépare dès aujourd'hui. Pas tout à fait. La semaine prochaine, on va quand même faire la fête ce soir jusqu'à 3h du mat. Donc on ne va pas préparer ce soir. Je voudrais juste faire un rapide tour des 15 éditions du forum. La première était 2003. J'ai encore en tête notre champion olympique Edgar Gros-Piron, qui lui est quelqu'un qui pour le coup sait rebondir, champion olympique. Pas mal ça, non ? Ouais. Bon. Ensuite, alors une petite phrase qui avait été citée dans cette salle même par Paul Dubrul, cofondateur du groupe Accor, qui nous avait dit, écoute, avec mon cofondateur, si on avait rêvé d'avoir 4 hôtels, on aurait eu 4 hôtels. On a rêvé d'être leader mondial, on est devenu leader mondial de l'hôtellerie. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, autre édition qui t'ont marqué, Jean-Paul ? Celle avec le cousin Gérard, Gérard Mullier. Alors Gérard Mullier, dans cette salle, nous avait fait conjuguer le verbe oser. Fabuleux. Vaste programme. Énorme. Alors pour ceux qui étaient présents en 2012, s'ils avaient fermé les yeux, en écoutant Henri Giscard d'Estaing, ils auraient eu l'impression d'écouter Valérie. Ils ont vraiment une voix très très proche. Voilà, et puis belle édition avec Denis Père l'année dernière, et puis Nicolas dans quelques minutes avec Guillaume sur un thème qui nous est cher, vous le saurez dans quelques minutes. Alors, le forum de l'année prochaine, la date est déjà fixée, le 11 avril. Alors venez pas la semaine prochaine, parce que le 11 avril, c'est pas la semaine prochaine, c'est bien dans un an. Notez dans vos agendas le 11 avril prochain, la prochaine date du forum, il y aura une 16e édition. Au regard du succès de cette édition, nous avons décidé de faire une 16e édition du forum. Compte tenu du travail que nous avons à faire sur la recherche de la thématique et des intervenants, nous souhaitons cette année vous associer à la recherche du thème et de l'intervenant. Alors, vous avez une adresse, forumdimo@dimosoftware.com. Je vous propose de nous adresser un email en nous faisant des propositions sur une thématique et sur un intervenant. Alors si vous n'avez que la problématique, pas gênant. Si vous n'avez que l'intervenant, pas de problème. Et si vous le connaissez, c'est encore plus pratique. Voilà, alors brainstormez, remuez vos idées, profitez de toutes les pauses et les échanges de la journée pour cogiter, envoyer vos idées de thèmes, d'intervenants à forumdimo@dimosoftware.com avec votre smartphone. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que votre smartphone, ça serait bien que vous l'ayez bien coupé, parce que pour
pour la conférence que nous allons voir maintenant et qui sera diffusée à la radio. On a besoin que les téléphones soient coupés. Merci beaucoup, Merci Jean-Paul. Philippe, On se retrouve merci, tout à l'heure. merci à vous. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, on va parler de quelque chose dont on a du mal à parler en France quand même, hein. On va creuser ça, essayer de poser un nouveau regard sur l'échec, comment l'accepter, comment l'accompagner, comment le faire vivre autrement. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux personnes pour en parler. Alors, Guillaume a oublié de l'évoquer tout à l'heure, mais on a Philippe Rambaud, le président de 60 000 rebonds, a subi un accident de ski absolument terrible ces dernières semaines. On pense beaucoup à lui. Il est alité et il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Et Pierre Botton aussi, qui devait être avec nous la semaine dernière, a appelé en disant qu'il avait un empêchement majeur personnel. Il pense bien à nous, il ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Mais nous accueillons d'abord, et nous sommes très heureux de l'avoir avec nous, Nicolas Doucerin. Voilà, avec Nicolas, qui est notamment, et on va en parler ce matin, l'auteur d'un petit livre que je conseille tous, qui s'intitule « Ma petite entreprise a connu la crise ». On va en parler dans un instant. Et puis avec nous, une autre personne importante que vous connaissez bien ici, mais qui a un nouvel engagement depuis l'année dernière, c'est Guillaume Mullier, le président de 60 000 rebonds, non seulement Rhône-Alpes depuis l'année dernière, mais depuis quelques jours, c'est un scoop, président national de l'association 60 000 rebonds. Guillaume Mullier. Tu avais ton micro. Pardon ? Tu avais ton micro, donc je le cherchais, c'est parfait. Imaginez un monde où on aurait le droit de se tromper, de faire des erreurs, bref, de se planter, comme on dit souvent. Imaginez un monde où l'échec serait même valorisé, où le fait de ne pas avoir rencontré le succès dans un projet sur lequel on s'est donné serait même considéré comme une bonne chose, voire un atout. Un monde où déposer le bilan serait même une condition sine qua non pour attirer les investisseurs et avoir la confiance des banquiers quand on souhaite lancer un projet d'entreprise. Ce monde existe, peu ou pas en France, mais qui sait, peut-être bientôt. En tout cas, nos deux invités, eux, y croient et se battent pour une prise de conscience, pour qu'une prise de conscience s'amorce dans notre pays. Et on va démarrer avec vous, Nicolas Doucerin. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous avez tout juste 40 ans, depuis quelques semaines. C'est dur. Début mars. Et vous avez un parcours personnel et professionnel qui est vraiment hors norme, qui donne l'impression d'ailleurs que vous avez déjà eu plusieurs vies, plusieurs existences. On va en parler. Ce qui est sûr, c'est que l'esprit d'entreprendre, vous l'avez dans le sang. La preuve, votre première boîte, vous l'avez créée, j'y crois à peine, vous l'avez créée à l'âge de 11 ans. Expliquez-nous comment vous avez créé cette boîte à 11 ans, Nicolas. C'est simple, j'ai une chance énorme, c'est que je dors que 4 heures par nuit. Et quand vous dormez 4 heures par nuit, vous avez un peu plus de temps dans la journée. Et effectivement, quand j'étais tout jeune gamin, je me levais à 5 heures tous les matins et j'avais faim. Et en fait, j'attendais toujours qu'on m'apporte mon petit déjeuner au lit. Et comme personne ne m'amenait mon petit déjeuner au lit, je me suis dit, puisque personne ne me l'amène, c'est moi qui vais amener le petit déjeuner au lit des Français. C'est une bonne idée, ça. Donc mes parents habitaient dans un petit village dans les Yvelines. J'ai créé un nom, j'ai appelé ça Nicopan. Première erreur de marketing, cher Guillaume, parce que Nicopan, donc Nico diminutif de Nicolas, et Pan, c'est le pain en espagnol. Sauf que tout le monde appelait ça Nicopan. Et ça avait le don de m'exaspérer. Donc j'étais là pour tenir bon. Mais en fait, voilà, l'histoire est très simple. Pendant que mes camarades allaient s'amuser, moi, tous les samedis après-midi, j'allais faire du porte-à-porte pour aller vendre mes croissants, mes pains au chocolat et mes baguettes. Et puis j'ai commencé avec un client, puis 4, puis 6, puis 8 clients. J'ai négocié avec la boulangerie locale. Et puis j'ai mené cette action tous les week-ends. Parce que c'est devenu une véritable entreprise, parce que c'est beaucoup développé. Hein. J'ai commencé avec, c'est pour ça que je m'amusais quand Jean-Paul nous présentait les chiffres. Moi j'ai démarré avec 7-8 clients où j'ai gagné quelques francs de bénéfices.
Et j'ai terminé à l'âge de 18 ans, je livrais un peu plus de 850 clients, je livrais un peu plus de 5000 pièces, on livrait le journal du dimanche. J'avais lancé, à l'époque, ce n'était pas les technologies, mais il a fallu développer et innover. Par exemple, je suis à l'initiative avec les boulangeries Paul, qui étaient très peu nombreuses à l'époque, elles étaient 7-8. Mais un jour, j'ai une cliente qui se plaignait, qui me disait, bon, Nicolas, c'est sympa vos pains au chocolat, mais c'est plein de beurre. Et donc j'ai réfléchi avec les boulangeries Paul et je me suis dit, je vais créer les mini viennoiseries, des mini croissants, mini pains au chocolat, mini chaussons aux pommes. Nous avons augmenté notre marge de 40%, on n'en a jamais vendu, on en a vendu énormément et donc ça a augmenté considérablement les bénéfices. Et vous étiez toujours, vous étiez un adolescent et vous aviez des salariés quasiment au début. Non, alors bon, Encore, il y a prescription auprès du fisc aujourd'hui, puisqu'évidemment, mais je pourrais vous ressortir à l'époque, je faisais mes propres contrats de travail, ils étaient beaucoup plus simples que le droit du travail que nous imposent nos législateurs aujourd'hui. J'ai mes contrats écrits par pied, signés par Nicolas, président de Nicopan, et mes salariés, qui étaient mes amis, mes sœurs. On a développé le pain au chocolat à 2 barres de chocolat aussi, énorme, pour augmenter un petit peu la gourmandise. Mais voilà, être entrepreneur, comme je dis, c'est avoir une idée et avoir cette capacité de donner vie à son idée. C'est ça, être entrepreneur. Alors ce qui est étonnant, c'est que vous étiez très jeune, là, un entrepreneur à succès, on vient de l'entendre. Sauf que du côté de l'école, c'était pas le franc succès en fait. Ah non, c'était pas génial. D'abord, j'étais dyslexique. Alors c'était compliqué parce que j'ai l'impression qu'on me parlait chinois toute la journée. Alors quand mes enseignants, à l'exception de quelques-uns, ont passé leur temps à dire que Nicolas ne s'en sortirait jamais dans la vie, qu'il ne pourrait jamais réussir parce qu'il comprenait rien, qu'il était bête, je me suis dit à un moment donné, il y a 2 options. Soit je continue et on va continuer de m'enfoncer et ça risque de donner quelques séquelles sur le long terme, soit je vais m'extraire de ce système-là. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que j'ai doublé ma 3e, j'étais très mauvais dans les langues étrangères, on m'a fait doubler ma 3e, alors que j'avais 11,5 de moyenne générale, je n'étais pas non plus catastrophique, mais très mauvais, j'avais 5 en espagnol à l'époque et 4 en anglais. Et ma prof principale, qui était une prof d'anglais, m'a dit on va faire doubler Nicolas. Donc elle m'a fait doubler ma 3e. J'ai terminé exactement avec 12,8 de moyenne générale, 2 en espagnol et 2 en anglais. Et comme j'étais délégué de classe, je suis allé voir ma prof principale et j'ai dit alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On repart pour un 3e tour? Bon, elle dit bon, je crois que celui-là, on va le faire passer en seconde, donc c'est ce qu'ils ont fait. Et puis en seconde, il y a eu un déclic très important, j'étais pas trop mauvais dans les matières scientifiques. Et à la fin du premier trimestre, j'ai eu un 2 sur 20, un contrôle de chimie. Et j'étais à nouveau délégué de classe, je suis allé voir ma prof principale, je lui dis écoutez, visiblement, l'éducation nationale se refuse à moi, je me refuse à elle, je quitte le système. Ah, vous Voilà. décidez de partir, de quitter l'école comme ça terminé. à 16 ans. À 16 ans. Ils ont dit quoi vos parents là? La maman a été en larmes catastrophée, elle se demandait ce qu'allait devenir le fiston. Le papa, il s'est chopé le fiston entre 4 yeux, il a dit écoute, que tu veuilles arrêter tes études, très bien, mais je te donne 6 mois pour trouver un job. Et puis je me suis retrouvé dans mon bureau avec une page blanche. Et vous cherchez un job justement. Je cherchais un job. Et vous y allez au bluff là? Alors au bluff, non, j'ai pris, je m'en souviendrai toujours, j'ai pris une feuille blanche, j'ai mis mes qualités à droite, mes défauts à gauche, n'y voyez aucun signe politique, il n'y a pas de ce point de vue-là. Et puis je me suis dit, voilà, j'aime vendre, j'aime le commerce avant tout, je suis passionné d'automobile, donc j'ai dit je serai commercial dans l'automobile. Puis à l'époque, j'ai pris les pages jaunes, tu m'excuses Jean-Paul, c'était les pages jaunes à l'époque. Et je tombe sur une annonce d'un concessionnaire à Rambouillet qui recrutait 2 vendeurs, 25-30 ans, avec 5 ans de métier dans l'automobile. Sauf qu'il y a un problème, vous n'êtes pas majeur. Non, je ne suis pas majeur. Vous avez 16 ans. J'ai postulé, j'ai appelé cet employeur, et puis il m'a donné rendez-vous dans l'après-midi. Donc j'ai pris mon train, parce qu'à 16 ans, je ne risquais pas de prendre ma voiture. Je vais voir cet employeur, et puis j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis passionné d'automobile, je connais votre gamme par cœur, je suis motivé, impliqué. Puis à un moment donné, il me regarde quand même, il me dit, vous avez quel âge? Je dis, j'ai 16 ans et demi. Il me dit, comment voulez-vous vendre des voitures à 16 ans et demi, jeune homme? Je lui ai dit, écoutez, prenez-moi gratuitement pendant 3 mois, jugez sur pièce et vous ferez le bilan. Et surtout, vous n'avez pas le permis de conduire par Non, définition. je faisais la conduite accompagnée, mais vous imaginez avec les clients, ça aurait été un peu compliqué. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est assez drôle parce qu'il m'a dit, j'aime votre culot et je vais vous prendre. Alors vous allez me trouver quand même un semblant de contrat parce qu'il faut quand même légaliser. Donc j'ai fait un contrat de qualification et j'ai démarré dans l'automobile en tant que aide-vendeur. Et là, ça cartonne.
Alors pas tout de suite, parce que je n'avais le droit que de conseiller le client. Et un jour, j'ai menti à mon patron, parce que j'avais qu'une seule envie, c'était de vendre. Et effectivement, j'ai menti à mon patron, je lui ai dit que je devais aller chez le dentiste un mardi après-midi à 15 heures. Et en fait, j'avais rencontré un couple de jeunes retraités qui voulaient acheter une voiture. Je suis allé à leur domicile, je suis parti avec un bon de commande et j'ai ramené une vente exceptionnelle. J'ai vendu la voiture plein pot, toute option, pas la moindre remise, et j'ai pris un chèque de 50 000 francs. Et je suis rentré dans le bureau et j'ai dit à mon patron, je suis désolé, je vous ai menti. En fait, je voulais me tester. Je suis allé voir un client, voilà le bon de commande, mais je n'ai pas la signature. Est-ce que vous pourriez signer le bon de commande? À ce moment-là, il m'a regardé, il m'a dit, tu peux vendre, Nicolas, vas-y. Et là, j'ai vendu, effectivement, j'ai eu quelques beaux succès. Ah, vous êtes devenu un des meilleurs vendeurs du coin. Hein. Bah, non, pas Plus du que coup. ça. De France. De France, ouais, Ouais, voilà. ouais, ouais, Un coin hexagonal, on va dire. Non, j'ai été appelé par mon directeur de vente. J'avais 17 ans et demi, je n'étais pas encore majeur et j'étais dans une marque fabuleuse à l'époque qui s'appelait Rover, pour ceux qui se souviennent de l'ancienne Mini, les Range Rover, oui. les Land Rover. Et un jour, le président de Rover France faisait comme ça une grande messe pour récompenser le meilleur vendeur de France. Et il a appelé mon patron, il m'a dit ce serait bien que Nicolas soit présent. Et effectivement, ce président, qui était anglais, a dit écoutez, je crois qu'en 30 ans de carrière professionnelle, c'est la première fois que je vais remettre le diplôme du meilleur vendeur de France à un gamin de 17 ans qui n'a même pas son permis de conduire. Et effectivement, c'était moi. Voilà. Alors, ça marche très très bien, là encore, vous montez, mais vous n'êtes pas du genre à vous installer. Alors, vous quittez ce boulot de salarié, vous décidez de créer votre entreprise, vous avez 19 ans à peine. Oui, en fait, j'ai poursuivi dans l'automobile pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et puis, voilà, après, j'ai décidé en 99 de monter mon entreprise. J'aurais pu aller dans le secteur de l'automobile. Finalement, j'y suis pas allé parce que d'abord, les investissements sur le plan financier Très étaient important. extrêmement lourds. J'ai très vite compris qu'on était totalement dépendant du constructeur. Quand on connaît l'avenir de Rover, on va dire, de ce point de vue-là, j'ai eu un peu de nez à l'époque. Et de toute façon, je n'avais pas le financement pour investir. Et donc, en fait, j'entendais parler à l'époque de l'euro, de l'an 2000, des systèmes d'information. Et je me suis dit, bon, j'ai un père qui était dans l'informatique, qui avait une SS2I. Moi, je me suis dit, je vais monter un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les systèmes d'information. Sans rien y connaître. Non. Ni les RH, ni les systèmes d'information. J'ai démarré tout seul dans un petit bureau de 7 mètres carrés, avenue de l'Opéra. J'ai regardé mes concurrents, j'ai observé ce qui fonctionnait bien, j'ai regardé ce qui me semblait complètement obsolète, et j'ai créé mon cabinet Solic, effectivement, le 4 juin 96. Et là, ça marche très bien. Très rapidement, vous rencontrez le succès. Là. Oui, il y a eu une croissance assez forte. Alors j'ai débuté à l'époque en période de crise, hein, c'était pas génial, 96, alors rien à voir avec ce qu'on a connu, mais c'était pas des années très, très florissantes. Mais vous débutez, d'abord seul, avec peu de moyens. J'ai commencé à prospecter, puis j'ai eu un premier client, une région qui est très chère à notre ami Gérard, puisque mon premier client, on s'en souvient toujours, c'était la Redoute à Roubaix, le groupe Pinot Printemps Redoute à l'époque, hein, qui s'est bien métamorphosé depuis. Et puis ça a été le début, j'ai signé 4 ingénieurs développement pour la DSI de la Redoute, et ça a été le début d'une aventure exceptionnelle. Je suis rentré dans tout le groupe PPR, puis ensuite dans tout le groupe Mullier, puis ensuite je me suis développé au niveau de Paris, puis ensuite j'ai ouvert ma première agence à Lyon, à La Part-Dieu, puis après je suis allé sur Nantes, puis après je suis allé sur Besançon, puis après je suis allé à l'international, puisqu'on a été en Suisse, puis on a été en Algérie pour accompagner nos pays dans le développement dans les pays du Maghreb. Et ça a été une aventure exceptionnelle. La croissance à 2 chiffres, vous recrutez, vous devenez pratiquement une centaine de consultants. Là. Oui, en 2008, Solic, c'est 96 collaborateurs, c'est un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1 million de résultats, c'est 2 750 000 euros de trésorerie et de cash disponible sur les comptes bancaires, c'est un endettement à 45%, qui était relativement raisonnable à l'époque, mais surtout une dynamique incroyable. Donc tout va super bien. Jusqu'à une date de septembre 2008, faillite de Lehman Brothers, et là, patatras. Qu'est-ce qui se passe? C'est le 15 septembre 2008. 15 septembre. Et moi, je me suis marié un 11 septembre. Il y a des dates qui marquent dans nos vies. Et puis, il y a le 15 septembre 2008. Alors, le 15 septembre 2008, je me lève à 5 heures. J'écoute à l'époque BFM. C'est notre ami Stéphane Soumier qui annonce la plus grosse faillite d'une banque américaine de toute l'histoire, Lehman Brothers. Et j'étais très loin de m'imaginer en partant le matin
finalement que la faillite de Lehman Brothers allait enclencher un tel cataclysme au niveau de mon entreprise dont le siège social était dans le 92 à Issy-les-Moulineaux. Et en fait, dans la matinée même, j'en souviendrai toujours, à 9h30, j'ai la DRH d'une grande banque française qui m'appelle, on avait 11 contrats chez eux. Elle m'a dit, Nicolas, on a une réunion de crise ce matin, on nous a demandé de geler tous les contrats immédiatement, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais pour le moment, on gèle tout. Et si vous voulez, comme tout entrepreneur, vous prenez la mauvaise nouvelle, j'appelle les consultants qui étaient directement concernés par l'arrêt de ces missions, je leur explique la situation, on redispatch, et puis, vous prenez la mauvaise nouvelle et vous abandonnez. Puis, j'ai eu un deuxième appel dans la matinée, j'ai eu le DRH d'un grand groupe industriel, le groupe ArcelorMittal, dans le Nord-Pas-de-Calais, j'avais à l'époque 3 consultants à temps plein, et qui me dit à peu près la même chose. On ne sait pas trop ce qui se passe, on est obligé de tout stopper. Je me souviens encore de son expression, il m'a dit, mais Nicolas, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble, vous nous gardez les consultants au chaud. Alors moi je m'imaginais, vous savez, avec ma poêle en train de tenir mes 3 consultants. Pour information, 5 ans après, il les avait jamais repris. Donc c'est juste pour se remettre dans le contexte de l'époque. Et finalement, en 2 mois, entre le 15 septembre et le 15 novembre 2008, l'ensemble de mon groupe a perdu 55% de son chiffre d'affaires. Ça a été une descente aux enfers infernale. C'est vrai qu'on était très exposés parce qu'on travaillait essentiellement avec les grands groupes du CAC 40 et leurs filiales. Voilà, que les ressources humaines ont été durement impactées, mais nous avons perdu 55% du chiffre d'affaires en 2 mois. Hallucinant, c'est vraiment la descente aux enfers, alors que ça avait extrêmement bien monté. Le tsunami. Le tsunami, l'effet domino complet. Et là, vous vous retrouvez très vite dans une situation terrible où vous devez déposer le bilan d'entreprise. Oui, alors c'est venu beaucoup de il y a une période un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'en juin 2008, lorsque j'avais réuni tout le monde en séminaire pour présenter le projet d'entreprise à 3 ans, nous réalisions à l'époque plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, on dégageait 150 000 euros de bénéfices par mois, d'accord, avec une dynamique incroyable. 2 mois dans la crise. Le 15 novembre 2008, mon groupe faisait 450 000 euros de chiffre d'affaires par mois et on perdait 350 000 euros tous les mois. C'est pour vous montrer la violence avec laquelle il y a eu un retournement incroyable. Et si vous voulez, le début est très dur. D'abord, en toute humilité, le chef d'entreprise que j'étais, d'abord, prend un énorme coup sur la tête. Je peux vous garantir que les premiers jours, vous vous réveillez le matin, vous vous dites, soit je suis dans un cauchemar, soit j'ai pas tout compris, mais quand vous avez été, entre guillemets, habitué à avoir 10 ans de croissance ininterrompue, 10 ans de bénéfices ininterrompus, vous êtes parti de zéro, vous avez monté votre entreprise, vous avez une centaine de collaborateurs, il y a un moment donné dans la tête, vous ne comprenez pas. Et puis très vite, il a fallu réagir. Donc j'ai mis en place des mesures d'économie. La première mesure d'économie que j'ai mise en place, elle a été très simple. J'ai annoncé à tous mes salariés que je baissais ma rémunération de 40%. Je ne gagnais pas des millions d'euros, j'avais un salaire confortable, mais j'ai baissé ma rémunération de 40%. J'ai demandé à mes 7 membres du comité exécutif de baisser leur rémunération de 20%. Nous avons restitué l'intégralité de nos voitures de fonction, parce qu'on avait un devoir d'exemplarité vis-à-vis des salariés. On a réduit les locaux, on a réduit les frais généraux, mais on est dans une entreprise de service. Et très rapidement, j'ai été confronté à un problème de masse salariale, parce que quand vous perdez 55% de votre chiffre d'affaires avec 96 collaborateurs, mécaniquement, ça veut dire que vous avez à peu près 50% de vos collaborateurs qui n'ont plus de travail. C'est ça la réalité. Et donc j'ai été amené à mettre en place le chômage partiel. J'ai été amené ensuite à faire des premières vagues de licenciements économiques, ce qui ne m'était jamais arrivé. Une vague, puis 2 vagues, puis la crise s'est accentuée, parce qu'il faut se souvenir de l'époque. On voyait nos amis anglais faire la queue dans leur banque pour aller chercher leurs livres sterling. On parlait de la faillite de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne, voire de la France. On parlait de l'implosion de l'euro. Et donc, cette crise, elle s'est accélérée, elle s'est engouffrée également dans nos régions, c'est-à-dire qu'après Paris, ce sont des régions qui ont été durement impactées par la crise. Et je me suis retrouvé le 30 juin 2009, c'est très simple, de 2 700 000 euros de trésorerie, il restait 450 000 euros. J'ai été voir mon fiscaliste, et mon fiscaliste m'a dit, Nicolas, il va falloir que tu envisages de déposer le bilan. Et je me souviendrai toujours, quand il m'a dit cette phrase, je lui ai dit, tu sais, moi déposer le bilan, moi qui ai toujours tout réussi, qui ai toujours tout gagné, mais j'ai dit, mais tu te trompes, on va s'en sortir, j'ai restructuré. Et là il m'a dit, écoute Nicolas, tu vas redescendre les 2 pieds sur terre, on perd encore 60 000 euros par mois,
on ne connaît pas encore les conséquences et la fin de cette crise-là. Il reste 450 000 euros. Si dans 6 mois, on attend, ce sera une liquidation définitive. Et si on veut se donner une chance de rebondir, il faut se mettre en redressement pour espérer valider un plan de continuation et te donner la chance de pouvoir rebondir. Mais j'ai une statistique à te donner. Il n'y a que 2% des entreprises qui se mettent en redressement judiciaire qui valident un plan de continuation. 2%. Et en fait, vous n'allez pas me croire, Philippe, mais quand il m'a donné cette statistique, ça a été pour moi la lueur d'espoir. Alors ça c'est étonnant, Nicolas Doucerin, parce que en à peine, même pas un an là, vous vous retrouvez dans cette situation-là, alors que vous avez connu un succès fulgurant. Alors d'une part, comment vous vous sentez personnellement, dans quel état vous êtes là quand on vous dit faut déposer le bilan? Et puis effectivement, où vous arrivez à trouver la lumière au fond du tunnel? Alors, la lumière, ça a été les 2%. Il y a un moment donné, je me suis dit, ça va être terminé, je vais tout perdre, et j'étais pris d'angoisse. Ça m'est arrivé de m'arrêter dans ma voiture et de m'effondrer plusieurs fois en larmes. Je m'en souviens encore. J'ai vu mon entreprise, mais j'ai vu tout perdre. Et tout perdre derrière, c'est, vous vous rappelez, chacune des cautions que vous avez signées avec des banques au moment où vous gagnez beaucoup d'argent, et pour lequel la caution, je la signais comme j'allais acheter une baguette de pain, parce que j'étais dans un tel business plan, dans un tel succès, que finalement, la caution, je suis dans 5 ans, la dette est remboursée, c'est fini, on n'en parle plus. Et là, vous avez tout le film qui revient en tête. Vous avez toute la pression du dirigeant d'entreprise. Vous voyez votre femme, et à l'époque, vos 2 enfants, avec la maison pour laquelle vous êtes endetté pendant 15 ans pour payer votre maison, vous dire que vous êtes caution personnelle, que derrière la faillite de l'entreprise, c'est pas de chômage pour le dirigeant. C'est remboursement des cautions, c'est la saisie de vos biens immobiliers. Et là, vous êtes pris d'une angoisse intérieure qui peut être terrible. Et en fonction de la manière dont vous êtes constitué, de votre capacité de résistance, on n'est pas tous égaux par rapport justement à ces difficultés. Et c'est là où vous comprenez que des gens peuvent littéralement sombrer et aller jusqu'à des cas extrêmement dramatiques. Et vous, ce qui vous raccroche à la surface, c'est étonnamment ce 2% là. C'est les 2%. Pourquoi? Parce qu'il y a une chance de s'en sortir. Il n'y a pas 0%. Il y a le gouffre, mais en fait, la lumière est devant vous. Et je me souviens, je suis sorti de ce rendez-vous, j'ai réuni les salariés qui restaient, je leur ai dit, j'ai 2 nouvelles à vous annoncer. La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne serez pas payé à la fin du mois. Parce que j'ai pris la décision de déposer le bilan. On va bloquer les salaires c'est un peu technique, vous m'en excuserez, mais pour le mettre dans la dette, ils seront remboursés 3-4 semaines après, une fois qu'on aura mis en place l'ouverture du compte, etc. Vous ne serez pas payé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous déposons le bilan, mais 2% des entreprises qui déposent le bilan s'en sortent, et Solic fera partie de ces 2%. Et comment vous avez fait là pour vous mobiliser sur cette toute petite marche qui est restée au bord du gouffre? Au début, j'étais le seul à y croire. Et puis après, j'ai réuni tout le monde. Nous nous sommes mis en équipe projet. On s'est dit, de toute façon, il n'y a plus de postes à pourvoir, il n'y a plus de recrutement. Donc, on a tous des talents et des compétences. Donc, nous allons lancer des initiatives. Et en fait, on a sorti 22 projets. Alors, autour des ressources humaines, on a travaillé sur les bilans de compétences, la formation, l'évaluation, la formation coaching en management de projet, la formation sur les métiers de l'informatique, la mobilité interne. On a lancé ces 22 initiatives. En 2 mois, on a offert un nouveau catalogue de prestations pour le compte de nos clients. On s'est tous mobilisés. Il y en a 3 sur les 22 qui ont très bien fonctionné. Ça a permis à l'entreprise de reprendre un petit peu de croissance, d'être à nouveau rentable et au bout de 6 mois, de valider un plan de continuation auprès du président tribunal de commerce de Nanterre. Et vous avez pu refaire surface? Là, ça a été vous savez, la première fois que je suis rentré au tribunal, on aura l'occasion sans doute d'échanger avec Guillaume, mais j'avais l'impression d'être condamné. D'abord parce qu'aucun dirigeant d'entreprise n'est formé et n'est préparé à la mise en redressement judiciaire de son entreprise. Or, il faut le rappeler, c'est un acte de gestion. C'est au dirigeant de déclencher. Un dirigeant qui déclenche trop tard, il peut être poursuivi et condamné derrière. Bon. Seulement, quand vous dites redressement judiciaire à tout le monde, vous vous imaginez arriver au tribunal, les 2 poignets en avant, avec tous ces hommes et ces femmes très sérieux en robe noire qui sont toujours plus ou moins impressionnants suivant les différents tribunaux, mais vous avez l'impression d'être condamné. Et c'est quelque chose qui est humiliant. C'est violent, oui.
Et puis, on a tous ce problème-là. Vous savez, quand on est chef d'entreprise, on a forcément un petit peu d'ego. Et c'est vrai que c'est une période qui, d'un point de vue personnel, c'est une période très compliquée à vivre. Et ça, moi, j'ai beaucoup œuvré et beaucoup travaillé sur ce sujet-là, parce que finalement, la crise, elle vous remet dans le droit chemin et elle vous permet de vous recoller les deux pieds sur terre. Voilà, et cette expérience, vous avez décidé de la partager, on va en reparler dans un instant, à l'occasion d'un livre que vous avez publié, qui est Ma petite entreprise a connu la crise, qui est un grand succès, où vous donnez des conseils justement pour accompagner cet échec. Mais pour parler de l'échec, à côté de vous, il y a Guillaume Mullier, qui est le président de Dimo Software, et puis qui est aussi le président de l'association 60 000 rebonds au niveau de Rhône-Alpes et maintenant au niveau national. Guillaume Mullier, j'aimerais qu'on revienne, un peu comme avec Nicolas Doucerin, sur votre parcours à vous. Vous avez démarré votre parcours professionnel dans l'univers Mullier, à l'étranger d'abord, hein, Canada et puis États-Unis. Alors, je reviens sur ce point, j'ai aussi vendu des croissants. Hein. Mais ce n'était pas une entreprise aussi structurée, c'était juste une fois ou deux fois chaque année pour les scouts. Mais sinon, en effet, après une école de commerce, j'ai pu partir, c'était plus feutré, je suis parti au Canada dans le cadre du VIE pour Fil d'Art, donc animer des réseaux de franchise, et puis ensuite aux États-Unis comme VRP. Mais alors très vite vous intéressez à l'entrepreneuriat et d'ailleurs vous vous engagez dans le domaine vous participez fortement à la création du réseau Entreprendre. Alors ça c'est une fois rentré en France, donc après ces 3 ans, en 87 j'ai eu l'occasion donc de devenir, moi j'ai deux qualités ou deux envies, c'est le commerce hein, qu'on partage avec Nicolas, mais aussi la gestion. Là, peut-être des trucs, on peut en reparler. Et donc, animer la région Rhône-Alpes pour une société qui s'appelait Sergue Finance, dans le domaine de la gestion de trésorerie. Donc, on parlait bien de sécurisation des paiements, chose importante. Le réseau Nord Entreprendre a été fondé dans le Nord par des cousins. Il y a un oncle qui s'appelle André Mullier. Et ça a été fondé il y a 30 ans. Donc, on va fêter les 30 ans en mai. Donc 6 ans après sa création, donc 86, 92, mon oncle André est donc venu voir quelques petits cousins en disant voilà, on a fondé Nord Entreprendre. C'est une belle association. Le business model d'accompagnement des créateurs est performant. Ce qu'on n'a pas encore validé, parce que dans le Nord, cela n'était pas nécessaire, c'était le financement de l'association, vu que dans le Nord, la famille Mullier ayant 2 qualités, une d'être fortuné et 2 généreux, ce qui est assez exceptionnel. Souvent, soit on est fortuné, on est pingre, ou soit on est pauvre, on est généreux. Mais bon, là, en l'occurrence, les deux sont réunis, donc ça aide. Bon, donc il fallait trouver des patrons de la région Rhône-Alpes, des patrons d'ETI, d'entreprises moyennes, parce que c'est vrai que le réseau Rhône-Alpes, c'est vraiment beaucoup d'entreprises moyennes, qui fassent ce projet de donner du temps, donner de l'argent pour créer des entreprises qui potentiellement deviennent leurs concurrentes demain. Mais c'est pas grave, on crée de la valeur, on crée la valeur ajoutée et on s'insère dans le circuit entrepreneurial. Alors, Après le marché. Voilà, et vous évoquiez la famille Mullier. Alors ce qu'on sait moins, c'est que l'entrepreneuriat dans la famille, vous l'avez dans les gènes. Mais ce qu'on sait moins, on est picousé au berceau. au berceau. Ce qu'on sait moins, c'est que ça s'est construit avec votre grand-père sur un échec et un rebond. Expliquez-nous. Alors, c'est pas au stade vous avez rencontré Gérard Müller, c'est rigolo parce que c'était juste après Lehman Brothers. Et là, tout le monde était vraiment noir, morose, et c'est pour ça que Gérard Mullier nous a fait réciter le verbe oser et de garder espoir. C'était donc non pas Gérard Mullier qui a fondé le groupe Mullier, l'association familiale Mullier, mais son grand-père, donc mon arrière-grand-père. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand mon arrière-grand-père s'est marié, donc arrière-grand-père en 1900, il a dû se marier en 1902 ou quelque chose comme ça, son beau-père, qui était à la Banque de France, M. Lestienne, elle lui a dit « Je te donne une dot, mais tu ne le donnes pas à ton père qui est en train de faire faillite. » Parce qu'à la Banque de France, il savait ça. Donc mon arrière-arrière-grand-père a fait faillite. Et celui qui a fondé ce qui va devenir Fil d'Art, les fils de Louis Mullier, en 1920, en fait, avait fait faillite aussi en 1918. Donc je crois que si, au jour d'aujourd'hui, pour une entreprise, ça peut prospérer depuis, parce que c'est monté à peu près 500 000 salariés, si on fait la somme de toutes les entreprises, mais avec des valeurs qui restent avec des critères de prudence, malgré la taille de ces entreprises, de ces groupes, de vigilance, de prudence. Et je crois que ça vient de cet ADN, de cet arrière-grand-père qui a dû mettre des règles,
qui a mis des règles de principe de gestion et de prudence en partant du principe je ne veux pas refaire faillite encore une fois. Alors justement, vous avez créé votre entreprise depuis Dimo Software qui fonctionne très bien. Et l'année dernière... Ça se mérite chaque jour, hein, et grâce à tous nos clients ici présents. Et l'année dernière, vous avez décidé de prendre un engagement important, de vous engager auprès d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds. Donc vous êtes devenu le président Rhône-Alpin, une association qui accompagne des hommes et des femmes qui ont échoué, qui ont fait faillite, pour que justement ils rebondissent. Depuis quelques jours d'ailleurs, vous êtes devenu président national de cette association. Pourquoi vous engagez autant sur cette question ? Bien d'abord, ça ne s'est pas fait l'an dernier, c'est une évolution. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai décidé ou si on me porte à ça, mais c'est il y a plus de 2 ans, on a eu une conférence exceptionnelle de Michel Troisgros sur l'excellence, comment on fait pour, en 50 ans, 3 générations, rester 3 étoiles Michelin. Et il nous a donné sa recette. Sa recette, c'était de dire, voilà, comme une course de relais, celui qui arrête la course, enfin celui qui démarre, doit démarrer avant que l'autre n'arrête. Et donc, c'est un petit peu le passage de témoin qu'on a fait avec Jean-Paul Genoux, c'est-à-dire ça fait au moins 2 ans que moi j'ai été PDG mais lui DG, puis progressivement moi président et lui DG, mais j'étais un peu trop présent, et donc le DG ne pouvait pas complètement s'épanouir, et donc ça y est, le témoin est passé, il y a maintenant, en avril, il y a 1 an. J'avais décidé de passer à mi-temps. Et ensuite, c'est le fait de rencontres. C'est-à-dire que Jean-Pierre Buisson de Ernst & Young, EY, me connaissait, et Ernst & Young appuie cette association 60 000 rebonds depuis sa création, depuis 2012. Et donc, il m'a sollicité pour me dire, viens voir. Et j'ai été rencontré, je suis tombé sur des personnes exceptionnelles, des gens qui ont plus perdu encore que Nicolas, parce que Nicolas était plus avisé, mieux conseillé, mais des gens qui ont vécu vraiment le traumatisme complet. Et qui pourtant, j'ai rencontré des gens qui étaient pleins d'espoir. Pourtant, ce n'était pas 2% qui savaient, ça devait être 0,1%. Et de l'espoir, de la vie, de la vitalité, de l'envie de rebondir. Et je me suis dit, vraiment, là, il y a quelque chose à faire pour les accompagner. J'ai du temps, un peu de savoir-faire dans l'organisation, dans le développement. Et donc aussi une rencontre avec Philippe Rambaud, qui malheureusement s'est cassé la jambe en plein d'endroits, qui est 3 mois alité. Sinon, il serait à ma place. Et je pense qu'il serait bien meilleur que moi pour parler dans le micro. Alors je vous propose qu'on écoute 2 témoins qui vont nous éveiller sur cette question de l'échec et du rebond. Un artiste et un politique. On les regarde tout de suite. Bonsoir, je suis Audrey Forest. Bonsoir, je suis Kelly Street. Bonsoir, je suis Audrey Aguirre. Auteur, compositeur, interprète. Vous avez remarqué, hein? Ouais, 3 noms, 3 échecs. Ouais. À chaque fois, j'explique sur scène que j'ai rencontré des personnes pour atteindre mon rêve, hein, pour aller jusqu'au bout de mes ambitions, des personnes très importantes dans le milieu du disque. Et ça a marché, j'ai signé, je suis partie enregistrer mon album aux États-Unis, j'ai fait mon clip au Canada, la grande aventure avec beaucoup de moyens. Et puis, des circonstances ont fait que je n'ai pas rencontré le public. On n'a sorti qu'un seul single et sur cet échec, on a arrêté le projet. Mais le rebond existe. Parce que j'ai toujours continué à faire du café-théâtre, heureusement que j'avais ça, grâce à Thierry Marconnet qui m'a donné ma chance et qui m'a dit « C'est pas grave Audrey, si t'as pas la musique, on peut rencontrer un public autrement. Moi je connais le café-théâtre, laisse-moi t'apprendre. » Et il m'a fait confiance, on est parti, on a créé un spectacle qui s'appelle Sexe Fort et qui marche très bien. Et qu'on a joué ici au Complexe du Rire et qu'on a joué à Avignon cette année et qu'on joue partout depuis 5 ans. Et j'ai pris une assurance avec ce spectacle, j'ai pris confiance en moi, je fais de la musique quand même. Et j'ai écrit mon One Woman qui explique mon échec et mon rebond sur scène avec beaucoup d'humour parce que finalement il faut rire de tout ça, quoi. Et aujourd'hui je me dis que si j'avais pas rencontré cet échec, j'aurais jamais été capable de jouer sur scène, de parler aux gens, de raconter un texte, de vivre un personnage. Il m'aurait peut-être manqué quelque chose finalement. Puis aujourd'hui j'ai un public. Je suis heureuse comme ça, je veux pas aller voir plus haut.
Les salles, elles sont pleines. On va continuer comme ça le plus longtemps possible, vraiment. La France sanctionne les échecs et ne valorise pas les talents. Et donc il faut que nous ayons cette capacité d'inverser notre regard. Philosophe libanais disait que la flûte dont on tire le meilleur son a été marquée par la souffrance de la serpette qui l'a taillée. Les réussites sont éclairées par les échecs. Et moi, je ne devais jamais être dans le milieu politique, j'étais dans l'entreprise. Et en réalité, rapidement, j'ai accédé à conseiller général, député, très jeune. Et là, l'euphorie du pouvoir a fait que je pouvais perdre la distanciation que l'on doit avoir par rapport au pouvoir. Et la défaite qui m'a fait perdre mon mandat de député m'a ramené à la brutale réalité qu'en France, on considérait un titre comme une supériorité, non pas comme une responsabilité, et qu'en réalité, c'est pas parce que vous exercez des fonctions de ministre que vous êtes supérieur, vous êtes simplement plus responsable. Et donc cet échec m'a complètement éclairé, épuré et enlevé toutes les scories. Bienvenue sur RCF. Si vous nous rejoignez, nous avons posé aujourd'hui nos studios au Palais des Congrès de Lyon à l'occasion du 15e Forum d'IMO et nous parlons de l'échec comme tremplin de la réussite avec Nicolas Doucerin, entrepreneur autodidacte qui a publié un petit livre à succès baptisé « Ma petite entreprise a connu la crise » et Guillaume Mullier, président de Dimo Software et de l'association 60 000 rebonds qui accompagne les entrepreneurs qui ont fait faillite pour les remettre debout. On a découvert chacun de vos parcours, à vous deux, Nicolas Doucerin et Guillaume Mullier, et puis votre engagement pour accompagner ces entrepreneurs. J'aimerais justement qu'on regarde comment on peut les accompagner, ceux qui ont échoué, pour qu'ils puissent se remettre debout et rebondir. Nicolas Doucerin, à la fin de votre livre, vous évoquez des pistes, 16 conseils pour rebondir. Et le tout premier de ces conseils, c'est de parler. La parole, expliquez-nous. Oui, c'est de parler parce que finalement, quand on subit un échec, il y a une espèce de honte et finalement, on n'ose pas se l'avouer. Moi, je le dis très, très simplement, c'est comme lorsqu'on a un échec amoureux quand on est très jeune, bah, on a plutôt tendance à aller dans sa chambre, à se lamenter, à pleurer, à rester enfermé, plutôt qu'au contraire, à sortir, à aller en soirée pour aller rencontrer de nouvelles personnes et donc aller nouer de nouveaux liens. Finalement, l'échec entrepreneurial, moi je me souviens, je vais vous citer juste un exemple, mais je savais que j'allais déposer le bilan, mais je n'avais pas encore réussi à l'avouer d'une part auprès de mon épouse et encore moins auprès de mon entourage. Je le savais parce que je suis bien entouré, parce que j'avais les indicateurs de gestion qui me montraient où était le mur et à quelle vitesse j'y allais. Mais psychologiquement, je n'étais pas prêt encore à en parler. Et je me souviens d'un dîner, des amis qui nous ont invités à un dîner, et il y avait un couple d'amis que je ne connaissais pas. Et évidemment, quand vous ne connaissez pas, bah, vous enclenchez la discussion, bonjour, et tu fais quoi ? Et ce couple-là me disait, bah, nous on a réussi, on a déjà monté 3 agences, on va monter notre 4e projet, ça se développe bien, bon, bah, c'est super. Et à un moment, il me pose la question fatidique, il dit, et toi Nicolas, tu fais quoi ? Et je me souviens, c'était terrible. Il y a eu un grand blanc pendant 5 secondes. Parce que j'étais plus en capacité de pouvoir dire, bah moi, je suis le président du groupe Solic, avec 92 collaborateurs, tant de croissance, tant de résultats. Je suis à la tête d'une entreprise dont je sais que je vais devoir déposer le bilan dans exactement 2 mois. Et ça a été quelque chose, ça a été pour moi un déclic. C'est à partir de là où j'ai pris conscience dès le lendemain et j'ai inversé tout le processus. C'est-à-dire là où je m'enfermais, j'ai décidé de sortir. Là où je refusais de parler, j'ai commencé à communiquer. Là où je refusais de sortir en soirée, ne serait-ce que d'aller au cinéma, parfois au théâtre ou avec des amis, j'ai commencé à ressortir et ça m'a redonné à la fois, j'allais dire, pleinement goût à la vie, mais surtout le fait de rencontrer, de pouvoir à nouveau échanger, ça m'a permis de tirer des expériences et d'avoir des idées. Et Guillaume Mullier, là, au sein de l'association 60 000 rebonds, c'est un enjeu, ça, pouvoir parler, en parler, assumer l'échec. C'est la toute première étape. La toute première étape, c'est l'accueil. Mais l'étape d'avant, ce que tu dis fort justement, c'est qu'il faut que la personne accepte de venir nous voir. Hein, c'est-à-dire que là l'entourage est important. Les
commissaires aux comptes, les experts comptables, la famille, les amis, le club d'entrepreneurs. Si vous connaissez quelqu'un qui a fait faillite, dites-lui bien, sors de chez toi. Il y a des gens qui sont là pour t'accueillir, qui ne seront pas là pour te juger, qui sont là pour t'aider. Hein, je crois que ça, c'est vraiment la première chose importante. Donc, le premier accueil se fait donc par une phase d'agrément, parce que quand même, si la personne est en trop forte dépression, on ne pourra pas l'aider. Il faut d'abord qu'elle aille se soigner. Hein, donc ça, c'est un premier critère. On s'assure qu'elle a envie d'avancer. Et ensuite, l'accueil, c'est un accueil collectif. C'est-à-dire que vous avez 15-20 entrepreneurs en rebond. Chez nous, on ne les appelle pas entrepreneurs en faillite. Hein. Chez nous, on appelle ça des EER, qui signifie entrepreneurs en rebond. C'est déjà là, quand on leur dit, chez nous, on va t'appeler entrepreneur en rebond, il y a déjà, le visage change. Ah bon? Je ne suis pas entrepreneur en faillite? Non, tu es entrepreneur en rebond. Le faillite, c'était avant, maintenant, tu vas rebondir. On va t'aider à rebondir. Et ça, c'est la première étape, c'est déjà une étape importante. Et ensuite, c'est l'accueil. Parce qu'il y a quand même une violence quand on traverse des traumatismes de cette nature, hein, qui peuvent aller... Enfin, il y a des spirales infernales qui, quand on refuse de dire les choses suffisamment tôt, on les subit derrière. C'est la série des dés, hein, c'est ça? C'est la série des dés, on peut en mettre plein, mais c'est dépôt de bilan, c'est d'échéance, c'est divorce parfois, malheureusement, avec la perte du réseau de l'entreprise, mais la perte du réseau personnel, parce que je ne peux plus payer la pension à mon conjoint. Donc mes enfants vont dire, papa, par exemple, si ça fait 30 ans que maman te supporte, et là, tu n'es même plus capable de lui payer une pension. Ben non, je ne peux pas. Donc c'est toute une phase d'échéance forte, et donc on en veut contre la planète entière. Souvent, quand la personne est accueillie dans 60 000 rebonds, c'est les clients, c'est des enfoirés, les banquiers, c'est des enfoirés, les juges, c'est des enfoirés, les clients, c'est des enfoirés, L'administrateur, les politiques. fournisseurs, etc., etc. Et là, dans une bienveillance, parce que c'est le critère numéro 1, c'est la bienveillance avec la solidarité, eh bien les autres qui sont passés par là quelques mois précédemment, nous, on ne peut pas s'exprimer. Moi, je ne pourrais pas m'exprimer, je n'ai pas connu cette souffrance. J'ai connu certaines, mais pas celle-là, pas aussi forte. Donc les autres vont dire, on te comprend. Ah, on est passé par là. Ah, je ne suis pas seul. Ça, c'est déjà exceptionnel. Et deuxièmement, tu sais, ça fait 6 mois qu'on y est, mais on commence à voir une lumière au bout du tunnel. Oh, eh bien, sur cette séance, la plupart des EER, entrepreneurs en rebond, qui nous rejoignent, se métamorphosent, changent de tête. C'est exceptionnel. Alors vous parlez de la question de l'isolement. Ça, c'est un enjeu majeur, hein, Nicolas Doucerin. Savoir s'entourer. C'est le nerf de la guerre. Un entrepreneur, mais c'est valable dans les entreprises auprès d'un manager, qui ne sait pas s'entourer, qui ne sait pas fédérer autour de lui une équipe, il n'a aucune chance de s'en sortir seul. Moi, vous savez, j'imagine toujours, on peut l'emprunter au sport, hein, c'est comme être dans un bateau, quand vous êtes dans des creux de 10 mètres, il vaut mieux que l'ensemble de l'équipage aille dans le même sens que le capitaine. Hein. Sinon, vous avez peu de chances de franchir la tempête. Une entreprise, c'est exactement pareil. Moi, je l'ai toujours dit, ma grande force, ça a été de savoir s'entourer. Et d'ailleurs, c'est une des très grandes forces, je pense, des autodidactes. Parce que quand vous ne faites pas d'études, vous n'avez pas d'autre choix que de vous entourer de talents et de compétences autour de vous pour compenser les éventuelles faiblesses ou les études que vous n'avez pas faites. Et d'ailleurs, et à juste titre, vous l'avez sorti sur le bouquin n'est pas sorti par hasard. Je suis autodidacte. Et je vous raconte juste cette anecdote. Lorsque je suis sorti du tribunal et que le président a validé le plan de continuation, il y avait une émotion qui était très forte. J'avais mes délégués du personnel qui étaient en larmes. Là, vous faisiez partie des 2%, vous aviez réussi. On faisait le pari partie des 2% et on s'est dit, ça y est, on franchit cette nouvelle étape. Je me souviens très bien de ce que je fais. J'ai pris mon portable et j'ai appelé l'un de mes brillants salariés, qui est un Sciences Po normalien. J'ai appelé Florent, j'ai dit, écoute Florent, la nature t'a donné des qualités exceptionnelles, celle d'être écrivain. Mais tu as juste un problème, c'est que tu n'as rien à raconter. Moi, je suis autodidacte, je n'ai pas ton talent d'écrivain, par contre, j'ai une histoire exceptionnelle à raconter. Et cette histoire, c'est celle que nous avons vécue, c'est ma petite entreprise a connu la crise. Et vous voyez, on a associé nos 2 talents, on a travaillé pendant 3 mois, on a sorti ce bouquin, et depuis qu'on a sorti ce bouquin, qui a été lu par des centaines, des milliers de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, j'en ai fait mon nouveau métier, puisqu'aujourd'hui, moi et mes équipes, nous accompagnons les entreprises en gestion de crise et dans les projets de transformation. Voilà comment on capitalise sur un échec et voilà comment on peut rebondir. Alors revenons justement
Revenons à la gestion de crise pour donner quelques conseils à certains entrepreneurs peut-être qui nous écoutent et qui seraient dans cette situation-là. Il y a un enjeu important, Guillaume Mullier, c'est de savoir évaluer le risque quand on crée, quand on gère une entreprise. C'est sûr que entreprendre, c'est gérer des risques. On peut dire aussi entreprendre, c'est grandir de ses réussites et de ses échecs, sous réserve que l'échec ne soit pas fatal. D'ailleurs, la phase suivante au niveau 60 000 rebonds, c'est un coaching par un coach professionnel qui amène l'entrepreneur à accepter sa part de responsabilité dans l'échec. Ce n'est pas ce gros client est un enfoiré, c'est j'ai accepté que ce client représente 30% de mon chiffre, primo, et deuxio, le jour où il ne me paye pas, je suis mort. Mais le premier stade, c'est bien une mauvaise appréciation du risque. Un des risques majeurs pour les entrepreneurs brillants, autodidactes ou qui ont suivi des écoles. Je ne veux pas être raciste. Hein. Il y a le commercial qui va reprendre du terrain. J'ai fait le Sup de Lille, qui est une très bonne école. Alors, un des risques majeurs de l'entrepreneur en réussite, c'est l'entrepreneur lui-même. Qu'il se croit à l'abri, qu'il se croit plus fort que tout, qu'il se prenne un peu pour Dieu. Et pour remettre cet entrepreneur à sa juste place et l'amener à mieux gérer son risque, dans la famille Mullier, mais ailleurs, je crois qu'il y a la meilleure manière, c'est que cet entrepreneur qui est dans la mêlée soit accompagné d'un autre entrepreneur, aussi costaud que lui, mais qui ne soit pas dans sa mêlée. Et je vais prendre des images un peu illustrées type rugby, ce qui fait que lorsque l'entrepreneur va partir pour se mettre la tête contre le mur ou partir dans le précipice, la seule façon de l'arrêter quand il n'écoute plus, c'est de lui mettre un poing dans la gueule. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité de le faire à côté de lui. Oui, mais alors c'est psychologique, c'est pas un poing dans la gueule physique. Hein, mais par contre, il faut qu'il nous écoute. Pour cela, idéalement, il ne faut pas qu'il soit majoritaire. Moi, personnellement, j'ai investi dans des startups. C'est ma condition. Je me suis planté plusieurs fois, mais ma condition, pour que l'entrepreneur, on puisse lui mettre l'électrochoc, il faut que l'électrochoc soit accompagné d'un risque réel pour lui. Soit tu m'écoutes, soit je te vire. Parce que tous les autres actionnaires ont décidé que tu prenais une pente dangereuse. Et pour cela, il ne faut pas qu'il soit majoritaire. Et lui dire fermement, en lui expliquant, en étant aussi costaud que lui, un autre entrepreneur qui va être aussi malin que lui, parce qu'avec un Nicolas, il faut être malin pour le convaincre. Sinon, il ne va pas nous écouter, il va foncer. Alors, avoir quelqu'un qui soit un peu en vigie là, pour alerter quand on rentre dans le mur. Une question importante, Nicolas, aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, quand on est dans la tempête, quand on s'apprête à rentrer dans le mur, il faut être en capacité à prendre des décisions. Voilà. Il faut pouvoir décider, même si on est dans le brouillard, même si on est dans la tempête. Là encore, il y a peut-être en ce moment, vu les conditions d'ailleurs économiques, des gens qui sont dans cette situation-là. Comment on fait pour prendre des décisions? Quelle méthode utiliser pour prendre des décisions au milieu de la tempête? Le problème, c'est quand on est dans la tempête, vous avez des dizaines de décisions à prendre tous les jours. Moi, je me souviens au moment de la mise en redressement, c'est comment vous gérez les banques, vos fournisseurs, parce que vous les payez plus depuis 3-4 mois et ça devient compliqué. C'est le paiement de vos salariés, c'est la gestion des clients, c'est l'arrêt d'émission. Vous avez une multitude de décisions à prendre. Et le problème, c'est que vous avez tendance à travailler plus, donc vous vous épuisez physiquement et psychologiquement, avec en plus de ça la pression sur les épaules qui devient de plus en plus lourde, et donc derrière, le risque, c'est de prendre les mauvaises décisions. Alors moi, j'ai fait une chose très rapidement, c'est que j'ai constitué autour de moi une petite équipe rapprochée avec 3-4 personnes, et je me suis concentré sur 2 chantiers majeurs. Le management de mes collaborateurs et les clients. Et le reste, j'ai sous-traité. C'est-à-dire tous les problèmes liés à la finance, à la gestion, les fournisseurs, la trésorerie, le juridique, j'ai sous-traité. J'avais une réunion hebdomadaire où on me faisait le point, mais j'ai sous-traité et je me suis consacré sur le management de mes équipes parce que je savais que si mes collaborateurs n'étaient pas en capacité de tenir et de produire de manière qualitative le peu de missions que l'on avait, on allait de toute façon dans le mur définitivement. Et le deuxième indicateur le plus important, c'est les clients. C'est-à-dire que je suis sorti en permanence chez tous les clients pour aller les rassurer.
J'ai même, d'ailleurs, on a contribué avec les équipes à remporter des appels d'offres alors qu'on était en redressement judiciaire. Je vous donne un exemple. J'ai un appel d'offres qui s'appelle la Banque Postale Financement. Énorme contrat. On arrive en phase finale et je signe le contrat 3 semaines avant de mettre en redressement judiciaire mon entreprise le 30 juin 2009. Je reçois le contrat le 10 juin 2009. Le 30 juin, je suis au tribunal pour déposer le bilan. Les services des achats de la Banque Postale Finance m'appellent le lendemain du RJ, le 2 juillet. Il dit, attendez, monsieur Doucerin, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer, on va rompre le contrat. Et je dis, monsieur, vous ne pouvez pas me faire ça. Donnez-moi les coordonnées de la présidente. J'ai appelé la présidente, Chantal Laurie. J'ai demandé un entretien de 15 minutes. Et j'ai pris 3 engagements avec elle. J'ai dit, madame, 1, ce à quoi j'ai répondu dans l'appel d'offres, les équipes, la qualité de service, les outils, je suis en mesure de l'assurer. J'ai certes déposé le bilan parce que c'est un acte de gestion, je n'ai pas eu le choix. Maintenant, nous avons la trésorerie nécessaire pour tenir et je prends 3 engagements vis-à-vis de vous. 1, je vais assurer la mission. 2, vous recevrez le 30 de chaque mois l'ensemble de mes comptes bancaires avec la trésorerie disponible. 3e, vous aurez le compte de résultats et d'exploitation le 30 de chaque mois et je vous informerai personnellement s'il y a le moindre risque au niveau de la mission. Elle s'est levée, elle m'a dit, vous voyez, monsieur Doucerin, ce devoir de transparence que vous avez eu vis-à-vis de nous, eh bien moi je vais vous rendre une chose. C'est que si vous tenez vos engagements tels que vous le faites, je m'engage non pas à payer vos factures à 45 jours, je m'engage à payer vos factures à 10 jours à réception de chacune d'entre elles, parce que la Banque Postale a le devoir d'aider des partenaires et des PME tels que la vôtre. Donc 1, nous maintenons le contrat pour 3 ans, et 2, je m'engage à payer plus rapidement. Alors c'est formidable, hein, cette conviction, et le voir que ça peut être accueilli, on voit que c'est possible. Moi, ce que j'aimerais voir avec vous pour conclure nos échanges, c'est qu'est-ce qui manque en France pour changer un peu la mentalité en matière de regard sur l'échec, quoi. On s'aperçoit, voilà, c'est peut-être notre système éducatif, notre manière de fonctionner, notre système d'enseignement supérieur qui est peut-être assez élitiste, etc., etc. On s'aperçoit que par rapport aux États-Unis, notamment, on en parle beaucoup, on a du mal à accepter l'échec et le fait que ce soit un atout pour avancer, pour créer une entreprise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous, pour changer ça, Guillaume Mullier? D'abord, en parler positivement, hein, rappeler que l'échec, s'il est accepté, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui contribue à notre expérience. Et ça, c'est vrai dans tout ce qu'on peut vivre. Hein. On est là que pour grandir, et c'est justement l'acceptation avec humilité de cet échec qui nous amène à grandir. Donc c'est des débats, c'est en cours, c'est par exemple le débat qu'on a aujourd'hui, c'est faire connaître des associations qui accompagnent ces échecs, que ce soit des échecs au niveau salarial ou des échecs au niveau entrepreneurial, pour que celui-ci soit porté aussi par le monde politique qui l'intègre. C'est en train de devenir le cas notamment pour la région, et on a Juliette Jarry qui représente la région qui m'a annoncé que ça a avancé dans ce sens. C'est aussi bien intégré que dans la chaîne entrepreneuriale ou dans la chaîne de la vie, hein, la mort fait partie de la vie. Et ce qui est surprenant, enfin moi c'est quelque chose on est empreint dans notre société de judéo-chrétienté, mais le christianisme, hein, on parle bien au niveau de RCF du christianisme, ce qui est important, c'est pas que Jésus ait été mis sur la croix. Ce qui est important, c'est qu'il soit descendu 3 jours aux enfers et qu'il en est sorti remonté. Et le lancement de toute cette évangélisation de la chrétienté, il se fait bien sur un rebond, si je ne me trompe pas. Sur une renaissance, voilà, une résurrection. Nicolas Doucerin, qu'est-ce qui manque justement pour changer les mentalités là, en la matière en France, vous qui parcourez, qui parlez de votre expérience, qui la partagez, comment changer les choses? Alors, bon, d'abord, depuis la crise de 2008, ça a considérablement évolué. Hein. C'est-à-dire qu'avant 2008, c'est vrai qu'on parlait très peu d'échecs. D'abord, aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives sur le territoire.
Je veux dire, Guillaume en est l'exemple parfait avec 60 000 rebonds. On peut citer une autre association, plus modeste, mais qui œuvre sur le terrain, qui s'appelle Second Souffle. Qui est présente aussi aujourd'hui. Voilà, il y a énormément de choses qui sont faites aujourd'hui. Moi, ce qui m'interroge, c'est que c'est vrai qu'on n'aime pas l'échec, et c'est quelque chose de compliqué. Or, on a une catégorie dans notre pays qui subit d'échecs depuis plus de 30 ans, ce sont nos politiques. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans l'échec. Ça fait 30 ans qu'on voit les mêmes têtes. Ça fait 30 ans qu'ils reviennent au combat en permanence. Je veux dire, on a le meilleur exemple sous les yeux. Ce sont nos politiques. Et puis on pourrait mettre une deuxième catégorie. Ce sont nos syndicalistes qui sont restés les deux pieds dans la glaise et qui continuent de rester figés sans voir évoluer le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, moi je pense que d'abord le fait de pouvoir témoigner, d'être ensemble, vous voyez là il y a plus de 1000 personnes aujourd'hui rassemblées, le fait de pouvoir échanger, partager avec vous, j'espère que d'abord vous garderez un excellent souvenir à la fois de ces témoignages, de ces interventions, parce qu'il n'y a que comme ça que l'on gagnera sur le terrain. Vous savez, c'est le principe de la perfusion. Deuxième élément, moi je vous invite à en parler dès maintenant, c'est à vos plus jeunes enfants. Moi, j'ai subi des difficultés parce qu'il se trouve que je suis dyslexique quand j'étais jeune et que le système éducatif me rejetait comme 15 à 20% des jeunes aujourd'hui qui sont à l'école. Il faut expliquer que pour gagner un jour, il faut connaître l'échec. Avant de faire du vélo sur 2 roues, on a commencé par des petits trous. Avant de savoir marcher, on s'est tous cassé la figure. Eh bien, la vie amoureuse, la vie amicale, la vie entrepreneuriale, la vie en tant que salarié. Lorsque vous avez aujourd'hui un salarié des plus modestes qui est touché par le chômage, ça n'est pas un échec. Le chômage ne doit être qu'une période transitoire entre 2 jobs. Le politique doit travailler pour que cette phase transitoire soit la plus courte possible pour permettre le rebond. Donc vous voyez, la transformation de la société, elle s'opère par les citoyens. Elle s'opère par la responsabilité de chacun et de chacune d'entre vous. C'est à vous d'aller voir les jeunes, c'est à vous de leur expliquer qu'on peut tomber, et c'est à vous de leur expliquer qu'en tombant, ils rebondiront encore plus haut. Et je terminerai moi personnellement sur un point. N'oubliez jamais une chose chez les entrepreneurs. Personne ne pourra nous battre sur ce point-là. Être entrepreneur, c'est finir par réussir à force de ne jamais abandonner. Guillaume Mullier. Moi, je voudrais compléter. Nicolas en parle brillamment. Moi, ça fait que 10 mois que je m'occupe de cette association, mais j'ai fait un petit peu de bruit sur la région. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je parle du sujet, on me dit « Ah oui, c'est vrai, c'est bien. Chez les anglo-saxons, ils ont une vision différente. » C'est vrai, on peut citer Lincoln ou Churchill. Churchill qui dit, notamment, « Réussir, c'est aller d'échec en échec avec le même enthousiasme. » C'est quand même exceptionnel. Et Lincoln disait, je me suis présenté 4 fois aux élections, mais la 5e, c'était la meilleure, parce que là, j'étais président des États-Unis et j'étais élu. Donc j'ai bien fait de me planter 4 fois. Et donc, ils ont des grands politiques qui acceptent leurs échecs et qui ont su capitaliser sur ces échecs. Et là, on a sûrement des progrès à faire. Mais je crois que d'une manière générale, il y a une conscience aujourd'hui qui se prend. Moi, j'en aurais, par exemple, notamment parmi les partenaires de 60 000 rebonds sur la région Rhône-Alpes, on a 2 banquiers qui aujourd'hui sont là et sont prêts à recevoir les projets en rebond parce que les gens qui viennent, 70% des rebonds des EER que nous accompagnons sont des rebonds entrepreneuriaux. C'est vrai que quand on est soi-même entrepreneur, parfois, c'est qu'on a cette caractéristique de ne pas supporter les patrons, vu qu'on ne peut être que patron soi-même. Donc, c'est pas pour toi, mais c'était mon cas. Et c'est le cas de 70% des personnes qu'on accompagne. Donc, ils rebondissent en recréation d'entreprise, même si jamais ils ont eu ce grand échec. Et ça, c'est le côté extrêmement positif, 30% en salariat. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, il faut aussi qu'on les accompagne, qu'il y ait des gens qui se lèvent, avec des soutiens qui sont des soutiens. Alors nous, on va développer sur la région lyonnaise, on est bien développé. Par contre, on a besoin d'aide sur Saint-Étienne, Roanne, Bourg-en-Bresse, Clermont-Ferrand, enfin toutes les périphéries. On a ouvert Grenoble et on ouvre bientôt Valence. On aura besoin donc de coachs, on a besoin de parrains et on a besoin aussi de soutien financier si vous souhaitez nous aider à structurer l'association. L'appel est lancé. Pour conclure, en 2 mots, si vous étiez face à un ami ou quelqu'un que vous croisez qui est dans cette situation-là en ce moment, qui est au cœur de la tempête, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Nicolas Doucerin?
force et détermination. Et puis je l'enverrai tout de suite voir 60 000 rebonds parce qu'ils sont remarquablement bien organisés. Je connais très bien le mouvement et encore une fois, il faut accepter d'échanger, de parler, d'être entouré. Et l'avantage, c'est qu'on est remarquablement bien accueillis et c'est plus facile. Je suis très complémentaire avec Nicolas, je parlerai de humilité et confiance. Voilà, ce sera nos 4 mots de la fin. Merci beaucoup à vous deux. Nicolas Doucerin, entrepreneur autodidacte qui a publié un petit livre à succès baptisé « Ma petite entreprise a connu la crise » et Guillaume Mullier, président de Dimo Software et de l'association 60 000 rebonds. Merci à toute l'équipe technique du Palais des Congrès et à Hervé Guillot, sans qui cette émission n'aurait pu voir le jour. Et je vous rappelle que si vous avez pris cette émission en cours, si vous souhaitez la réécouter dans son intégralité ou la partager avec vos amis, vous pouvez bien sûr la podcaster sur www.rcf.fr. Merci beaucoup, un grand bravo à Philippe. Merci Philippe Lansac de RCF de nous avoir accompagnés ce matin. Merci à tous.